Bienvenue à la présentation de la checklist de la réversibilité technique. Nous allons voir étape par étape comment utiliser cette checklist. Après une brève introduction, nous complétons la checklist à l'aide d'un exemple concret. Pour ce faire, nous passons en revue les différentes stratégies de réversibilité technique, telles que l'indépendance, la démontabilité, ainsi que la simplicité et la standardisation, et enfin la pureté. Et puis, nous examinons le niveau de performance après avoir complété la checklist. Vous pouvez toujours passer rapidement à un chapitre spécifique de cette vidéo si vous êtes intéressé par une stratégie particulière. Nous commençons donc par une brève introduction à la checklist de la réversibilité technique. Les stratégies de la checklist de la réversibilité technique sont largement dérivées des indicateurs des Reversible Building Design Tools développés par le Dr Elma Turmisevic. Ces outils quantitatifs ont été développés dans le cadre du projet d'innovation européen BAMB, qui signifie Buildings as Material Banks. Le nouveau gros 3 régions est divisé en 8 thèmes, le thème cirque étant consacré aux bâtiments circulaires. Le Cirque 3 examine ici les aspects liés à la réversibilité technique. Bien entendu, ce critère s'inscrit dans un cadre plus large qui analyse dans le cadre de gros les aspects liés à la récupération et au réemploi, ainsi qu'à l'analyse du cycle de vie. Nous allons maintenant commencer à compléter concrètement la checklist de la réversibilité technique. La checklist est un document Excel et pour un fonctionnement correct des documents Excel, il faut activer les macros. Ne le faites que si vous êtes sûr que les fichiers sont en sécurité. Il existe plusieurs façons de procéder. Vous pouvez débloquer un seul document. Tout d'abord, ouvrez l'explorateur et allez dans le dossier où vous avez enregistré le fichier. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel. Ensuite, en bas de l'onglet Général, cochez la case Débloquer et sélectionnez OK. Vous pouvez également approuver un dossier entier. Pour exécuter une macro, vous devez faire approuver l'emplacement de cette macro. Il peut s'agir d'un emplacement sur votre ordinateur, auquel cas vous devez télécharger le fichier à partir d'un SharePoint et l'enregistrer localement. Il peut aussi s'agir de l'emplacement de SharePoint même. Vous pouvez le faire via le document Excel dans le fichier Options, Centre de confidentialité, Paramètres du centre de confidentialité et ajouter un nouvel emplacement. Vous indiquez ici l'emplacement du SharePoint ou l'emplacement sur votre ordinateur. Le mieux, c'est l'emplacement général, mais ça pourrait aussi être un sous-dossier. Généralement, il est également intéressant de cocher les sous-dossiers de cet emplacement sont également approuvés. Vous devez généralement enregistrer le document la première fois, le fermer et l'ouvrir à nouveau. Vous ne devrez toutefois suivre ces étapes qu'une seule fois. Une fois que l'emplacement est approuvé, il le reste et vous pouvez ensuite utiliser le document localement ou sur SharePoint. La liste de contrôle de la réversibilité technique comprend 4 blocs de stratégie: indépendance, démontabilité, simplicité et standardisation, et puis pureté. Un bâtiment est constitué d'éléments, de composants et de matériaux qui peuvent être reliés de façon différente les uns aux autres. La réversibilité technique a pour objectif de faciliter le démontage d'un bâtiment et de ses parties en limitant la détérioration des parties démontées et adjacentes tout en limitant le temps de démontage. Un composant est une partie plus petite et autonome d'un ensemble plus grand. Il fait partie d'un élément d'un bâtiment. Dans l'image à gauche, nous voyons un faux plafond qui peut bien sûr être complètement démonté de l'élément du plancher et même cette petite plaque de plafond peut être démontée séparément sans devoir enlever ou endommager les éléments adjacents. Un élément se compose de plusieurs composants et l'image de droite vous montre un système de façade modulaire facile à démonter. Et ce mur extérieur est relié à un plancher par une coupe verticale aussi bien en bas qu'en haut.
En d'autres termes, ce sont les nœuds de l'élément qui déterminent si on peut parler de réversibilité technique. En plus de la réversibilité technique CIRC3, la checklist de la construction circulaire comprend également d'autres critères que nous n'aborderons pas dans ce tutoriel. Pour la réversibilité technique, le fichier Excel est structuré comme ceci. Un premier manuel qui explique le fonctionnement de l'Excel et on peut cliquer ici pour avoir plus de détails. Et alors on a plus d'informations sur le fonctionnement de CIRC3. Un onglet Démarrer où on doit remplir des informations générales sur le projet. Un onglet Circ3 Sélection afin de pouvoir sélectionner l'élément à évaluer. Et puis la checklist Circ3 proprement dite pour la réversibilité technique. Et une fois que l'onglet Circ3 Sélection est complété, l'onglet Circ3 est automatiquement réinitialisé pour faciliter son utilisation dans le cadre de votre projet. Et la checklist comprend un bouton pour cliquer pour avoir plus de détails. Et alors, on a des informations sur la manière d'évaluer le projet. Et il y a également des figures qui apparaissent et également plus d'infos via un lien qui vous mène vers le guide bâtiment durable. La checklist se compose de 4 blocs de stratégie: l'indépendance, démontabilité, simplicité et standardisation, et enfin pureté. Et on doit appliquer le minimum de stratégie qui est expliqué à côté du titre. Donc pour démontabilité, il y a au moins 2 stratégies à appliquer. Et à gauche, vous voyez si une stratégie est obligatoire ou non. On l'appelle une stratégie basique. Donc, pour compléter cet onglet, il faut d'abord compléter l'onglet des sélections. Nous le ferons dans un instant à l'aide d'un exemple. Nous démontrons le fonctionnement de la checklist à l'aide d'un bâtiment exemplaire, l'hôpital Joseph Brakops à Anderlecht, conçu par Archipelago Architect et NU Architecture Atelier. Cette nouvelle polyclinique doit son caractère réversible à une analyse réfléchie des aspects structurels, techniques et spatiaux. La rénovation du site constitue un projet pilote à grande échelle pour la construction circulaire dans le secteur des soins de santé. Tous les indicateurs de réversibilité technique ont été intégrés dans la conception de la polyclinique. Dans la checklist, vous remplissez d'abord l'onglet Démarrer et vous faites les choix suivants: le nom du projet, la région, la procédure et la phase dans laquelle se trouve un projet. Il est important de compléter cette étape si vous voulez obtenir un niveau de performance dans la checklist. Nous revenons brièvement sur ce point dans l'outil même. Le nom du projet à compléter, donc l'hôpital Joseph Brakops, la région, Bruxelles. Alors pour les procédures, vous avez le choix entre une procédure classique qui vous donne alors les phases offre avant projet, projet définitif, adjudication et réception, ou bien vous choisissez donc une autre procédure comme un design and build, et alors on peut choisir entre les phases concept et offre. Dans la phase offre, une première évaluation, une deuxième évaluation et enfin la réception. Nous choisissons d'abord première évaluation. Pour commencer avec la checklist CIRC3 réversibilité technique, on va d'abord dans l'onglet CIRC3 sélection et ce sont donc les cellules jaunes qui doivent être remplies. Vous pouvez appuyer sur ce bouton cliquer pour plus de détails et alors il y a des images qui apparaissent. Donc tout d'abord, vous allez déterminer l'élément à évaluer. Par exemple, s'agit-il d'un plancher ou d'un mur extérieur, donc à l'aide du menu déroulant. Pour cet exemple, nous choisissons maintenant le mur extérieur. Vous êtes libre de choisir l'élément, mais bien sûr, c'est intéressant de choisir un élément dont on suppose qu'il sera adapté assez rapidement dans le futur.
Donc tout d'abord, nous examinons le potentiel de démontage et de réemploi au niveau du composant. Et ici, vous allez détailler les différentes couches fonctionnelles de l'élément, telles que la finition de façade, l'étanchéité à l'eau, isolation, etc. Et donc, s'il existe plusieurs compositions possibles de l'élément choisi, choisissez la composition la plus représentative en fonction du nombre de mètres carrés. Et donc, l'analyse sera effectuée ultérieurement dans l'onglet Cirque 3 Checklist. Donc, nous allons maintenant décrire la composition de l'élément choisi. Il est possible de choisir jusqu'à 10 couches fonctionnelles. Et si l'élément contient moins de 10 couches, ces cellules restent vides et il n'est donc pas nécessaire de sélectionner une fonction. Et dans ce dessin, par exemple, vous voyez une première couche fonctionnelle pour la finition du sol, une deuxième couche pour la chape, une troisième couche fonctionnelle pour la structure et une quatrième couche fonctionnelle pour la finition du plafond. Et chaque couche fonctionnelle peut être constituée d'un ou de plusieurs composants et chaque composant peut être constitué d'un ou de plusieurs matériaux. Nous allons maintenant continuer à compléter les couches fonctionnelles du mur extérieur de notre exemple. On commence avec le revêtement de façade, puis l'étanchéité à l'eau, puis une couche d'isolation, puis on a une structure, l'étanchéité à l'air, une finition intérieure, et puis par exemple les installations techniques sont en apparence dans notre exemple. Si vous souhaitez atteindre le niveau de performance excellent, vous devrez également effectuer l'analyse au niveau de l'élément. Et donc nous allons maintenant examiner le potentiel de démontage et de réemploi au niveau de l'élément. Et pour ce faire, nous examinons les éléments auxquels l'élément principal est relié. Et un maximum de 10 éléments peut être choisi. S'il y a moins d'éléments, vous laissez juste ces cellules vides. Donc dans l'onglet sélection de la checklist, nous allons maintenant indiquer pour le mur extérieur les éléments auxquels il est relié. Donc il s'agit d'un élément de plancher qui est relié à notre mur extérieur. On a aussi un mur intérieur qui est relié à notre mur extérieur. Et puis enfin, la toiture qui est reliée à notre mur extérieur. Et à cet effet, nous allons donc analyser les différents nœuds et ces informations sont nécessaires pour effectuer une analyse au niveau de l'élément dans l'onglet Cirque Checklist afin de vérifier si l'élément peut être démantelé et réemployé dans son intégralité. Et une fois l'onglet Cirque 3 sélection complété, donc l'onglet Cirque 3 Checklist se met à jour automatiquement et donc il y a des colonnes qui apparaissent à droite et des colonnes qui seront regroupées au niveau des différentes échelles. Donc d'abord des colonnes pour l'analyse au niveau du composant et puis à droite des colonnes pour l'analyse au niveau de l'élément. Au niveau du composant, on analyse la réversibilité technique des différentes couches fonctionnelles de l'élément et au niveau de l'élément, plus à droite, on analyse la réversibilité technique de l'élément choisi dans son ensemble. Et donc, il y a différentes questions auxquelles on peut répondre avec la liste déroulante. Et on répond donc aux mêmes questions pour les deux niveaux, mais pour le terme partie, ceci fait référence au niveau du composant aux différentes couches fonctionnelles et au niveau de l'élément à la connexion entre les différents éléments. Et donc, si on appuie sur le bouton pour plus de détails, on voit aussi apparaître la manière d'évaluer donc les niveaux de performance. Donc, pour les niveaux bien, les composants de la finition et les techniques de l'élément peuvent être démontés et réemployés. Donc, on va remplir ces colonnes-ci dans la partie composants, donc revêtement de façade et technique.
pour le niveau mieux, tous les composants de l'élément peuvent être démontés et employés. Donc, on va remplir toute la partie analyse au niveau du composant. Et si on veut avoir le niveau excellent, donc, alors il faudra remplir l'entièreté de la checklist, aussi les colonnes à droite ici au niveau de l'élément. Donc, certaines stratégies ne sont pas applicables à un niveau d'échelle spécifique et ne doivent donc pas être remplies. C'est indiqué automatiquement par la checklist en n'étant pas d'application comme ceci. Et donc, si un nombre suffisant de stratégies est respecté, la mention respectée apparaît automatiquement ici dessus. Et donc, par exemple, pour indépendance, le nombre de stratégies appliquées, il faut en appliquer au moins 3. Et à gauche, les stratégies basiques sont donc obligatoires. Nous allons maintenant compléter chaque bloc de stratégie à l'aide de l'exemple. Vous pouvez toujours passer rapidement à un chapitre spécifique de cette vidéo si vous êtes intéressé par une stratégie spécifique. Nous commençons par la première stratégie, l'indépendance. Voici un aperçu des principales couches fonctionnelles d'un bâtiment, chacune d'entre elles ayant une durée de vie différente. L'essentiel est de concevoir ces couches comme indépendantes les unes des autres, afin qu'elles puissent être démontées à l'avenir sans affecter les autres couches fonctionnelles du bâtiment. Les éléments, composants ou matériaux peuvent être démontés s'ils constituent une partie indépendante du bâtiment. Il est donc conseillé de concevoir un bâtiment en séparant les différentes fonctions et couches fonctionnelles indépendantes. Les principales couches fonctionnelles d'un bâtiment sont la structure portante, l'enveloppe avec l'étanchéité au vent et à l'eau, l'isolation, la finition, puis les techniques et l'aménagement intérieur comme les cloisons. Chacune de ces fonctions peut être subdivisée en sous-fonctions. Une structure portante, par exemple, peut être divisée en fondation, colonnes, murs porteurs, poutres, plancher. L'intégration de plusieurs fonctions dans un seul élément peut empêcher des transformations futures qui pourraient être nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences des utilisateurs. Il convient donc de privilégier l'indépendance des fonctions. Dans l'exemple de Bracops, on vise à maximiser l'indépendance des composants. Les composants et les différentes fonctions sont découplés au maximum les uns des autres, de sorte que chaque matériau ne remplit généralement qu'une seule fonction et qu'il n'y a pas de combinaison, par exemple de la fonction porteuse et de la fonction de séparation. Un exemple concerne la façade préfabriquée non portante, composée d'éléments séparables, chacun axé sur une fonction et assemblés de manière détachable les uns des autres, et de l'ossature en béton. Dans l'exemple de Bracops, on peut voir que la façade est conçue à partir d'éléments préfabriqués, attachés à la structure portante principale par des connexions sèches. La structure de la façade est ainsi complètement découplée de la structure portante. Les techniques spéciales sont également conçues comme indépendantes des modules de façade et incluses dans un socle technique qui peut être inséré le long de la façade dans un élément de finition modulaire. Nous commençons par le niveau de performance bien, et à cet égard, nous examinons si les finitions extérieures, donc comme le revêtement de façade, et les finitions intérieures et les installations techniques sont indépendantes, ce qui est clairement le cas pour l'exemple Bracops. Et donc, on va répondre oui si le revêtement de façade est indépendant par rapport aux autres couches, oui pour la finition intérieure et oui pour les installations techniques. Et puis, au niveau de l'élément, c'est généralement le cas aussi. Donc, le mur extérieur est indépendant par rapport au plancher et les autres éléments. Nous allons maintenant nous concentrer sur les techniques spéciales et nous demander comment elles sont séparées des autres couches fonctionnelles. Il existe différents degrés d'indépendance fonctionnelle allant de l'intégration complète, ce qui empêche la réversibilité technique, à l'indépendance complète, ce qui soutient cette réversibilité technique.
En ce qui concerne l'accessibilité, les câbles électriques qui sont intégrés dans la maçonnerie comme sur la photo permettent par exemple moins facilement de déplacer ces câbles, prises et interrupteurs qu'un système de plafond démontable. À l'extrême gauche du dessin, vous pouvez voir un exemple de dépendance totale. Dans ce cas, les différentes fonctions telles que les finitions, la structure portante, les techniques, etc. sont totalement liées à d'autres fonctions et ne peuvent être modifiées que par la démolition ou d'autres interventions destructrices. Les techniques spéciales coulées dans un sol en béton en sont un exemple. On observe ensuite l'intégration non planifiée des techniques spéciales et des éléments structurels. Les techniques spéciales interfèrent avec d'autres fonctions et ne laissent que peu ou pas de place pour les modifications ou ajouts futurs. Il s'agit par exemple de percer une poutre pour y faire passer une conduite spécifique. La position spécifique du percement limite sa réutilisation ultérieure. Puis on a l'intégration planifiée. Un espace spécifique est consacré aux techniques et des modifications ou ajouts mineurs sont possibles. Songez à des percements systématiques positionnés dans les poutres portantes et des percements spécifiques aux techniques. Puis on a le zonage modulaire et ceci peut être obtenu grâce à un croisement et un regroupement réfléchi des techniques, par exemple en fonction de la facilité d'accès ou d'adaptation. L'impact sur la structure est faible, prenons l'exemple d'une structure à poutres et à colonnes, où les techniques sont intégrées dans des espaces spécifiques entre les poutres et la structure. Et puis à l'extrême droite, vous pouvez voir comment les techniques peuvent être complètement dépendantes de la structure ou de la finition. Vous retrouverez plus de photos sur le site du guide Bâtiment durable. Dans l'exemple de Bracops, nous optons pour aucune indépendance dans l'analyse au niveau du composant pour les techniques spéciales. Les différentes fonctions telles que les techniques spéciales, la structure portante, les finitions ne présentent aucune interférence. Elles sont donc totalement indépendantes les unes des autres et peuvent être adaptées et démontées individuellement, comme par exemple les systèmes de plancher démontables. Afin de faciliter le désassemblage technique, il est également important de prendre en compte le cycle de vie et la durée de vie des matériaux, des composants et des éléments. Il arrive par exemple souvent que des composants ayant une durée de vie plus longue doivent être démontés pour pouvoir accéder aux matériaux et composants ayant une durée de vie plus courte. Les éléments ayant un long cycle de vie et des dépendances d'assemblage plus importantes, par exemple les éléments structurels, doivent être assemblés en premier et désassemblés en dernier. Les éléments qui ont un cycle de vie court, par exemple les meubles, doivent être montés en dernier et démontés en premier. Ils doivent être indépendants et plus accessibles que ceux qui ont une durée de vie plus longue. Nous allons maintenant examiner cela en détail dans la checklist au niveau du composant. Donc, le bâtiment de l'hôpital Bracops a été conçu comme une construction préfabriquée, à l'exception du squelette en béton. Tous les éléments sont constitués de systèmes préfabriqués. La séquence d'assemblage est telle que le démontage peut être effectué ensuite de manière logique et conformément à la durée de vie fonctionnelle des éléments. Ces éléments de construction et des composants sont donc regroupés de manière réfléchie en tenant compte de leurs fonctions, de sorte que les modifications puissent être apportées facilement sans affecter les fonctions adjacentes. La façade réversible se compose d'un module de façade préfabriqué avec des éléments tels que les menuiseries extérieures et les stores déjà fournis dans le module préfabriqué. Ces éléments peuvent donc être démontés dans leur intégralité sans devoir toucher fondamentalement aux autres parties du bâtiment. Si on veut répondre à la question si l'ordre d'assemblage des différentes parties tient compte de la durée de vie de ces différentes parties afin de les remplacer facilement, on peut donc répondre oui pour le revêtement de façade, pour la finition intérieure et pour les installations techniques. Pouvons-nous supprimer, remplacer et adapter des éléments sans perturber l'intégralité et les performances des éléments adjacents? Nous allons d'abord examiner le connecteur
également appelé fixation ou élément d'assemblage, et il sert de lien entre les différents éléments ou composants. Et plus ce connecteur est indépendant, plus les éléments et composants pourront être démontés indépendamment les uns des autres. Un exemple est la structure portante du bâtiment, qui fait office d'élément de base auxquels sont ancrés la façade, le toit, etc. Un connecteur peut se trouver à n'importe quel niveau, micro ou macro, d'un bâtiment. Afin de maximiser la réversibilité technique des bâtiments, il est important que les connecteurs soient facilement accessibles et démontables. Donc vous voyez un premier principe sans connecteur indépendant. Donc toutes les parties connectées sont fusionnées en un seul ensemble. L'élément de connexion indépendant est alors inexistant. Le démontage d'une partie du bâtiment, par exemple la façade, impactera alors l'intégralité des parties adjacentes, comme le plancher avec lequel la façade est liée. Ceci résultera en un endommagement des différentes parties. On retrouve après un deuxième principe avec un connecteur à multiples fonctions. Et lors de la jonction de deux éléments différents, par exemple une façade et un plancher, le connecteur peut également être intégré dans un des éléments connectés, par exemple dans le plancher. Le plancher a alors deux fonctions, plancher et connecteur. Le connecteur fait alors partie intégrante de cet élément, le plancher, et ce qui réduit donc son indépendance. Le troisième principe, plus à droite, on parle alors d'un connecteur à deux niveaux. Un connecteur peut figurer simultanément comme connecteur à deux niveaux et il réalise alors d'une part la connexion entre les composants d'un élément, par exemple entre les panneaux de façade et de l'enveloppe. D'autre part, ce même élément réalise également la connexion entre deux éléments différents, par exemple entre la façade et le plancher. L'élément de base remplit alors simultanément une fonction de connecteur à deux niveaux, à savoir entre les composants d'un élément et entre différents éléments. Et puis à droite, on a le quatrième principe avec un connecteur indépendant, ce qui est un élément de base qui peut être un connecteur indépendant à un seul niveau. Il est utilisé comme un connecteur pour relier deux composants, par exemple le parement à la structure et le panneau de façade, mais un connecteur peut aussi être utilisé comme connecteur indépendant pour relier deux éléments, par exemple la façade et le plancher. Nous allons remplir cela pour l'exemple. Donc pour la finition de façade, nous pouvons désigner un connecteur indépendant. Par exemple, au Bracops utilise un connecteur au niveau du composant pour relier le bardage au module de façade. Pour la finition intérieure, il n'y a pas de connecteur indépendant. Les installations techniques sont mises en apparent et on voit donc des connecteurs indépendants. Pour l'étanchéité à l'air, il n'y a pas de connecteur indépendant. Pour l'isolation et pour l'étanchéité à l'eau non plus. Pas de connecteur indépendant et pas de connecteur indépendant. Et pour la structure, on retrouve donc bien ce connecteur indépendant. Au niveau des éléments, un profil d'angle agit comme un connecteur indépendant et fait le lien entre la structure et la dalle de plancher et les panneaux de façade. Donc, connecteur indépendant. Ici, nous pouvons donc désigner un connecteur indépendant pour le sol, pour le mur intérieur et pour la toiture. Nous allons maintenant nous concentrer sur la hiérarchie de désassemblage. Le désassemblage direct est-il possible ou non? Dans une approche de conception en strates, il est important de concevoir les différentes couches fonctionnelles comme indépendantes les unes des autres et de regrouper les parties ayant une même fonction. Cela facilite le montage et le démontage des différentes fonctions.
Le nombre de connexions entre les différentes couches et regroupements fonctionnels doit également être limité afin de réduire leur dépendance lors du démontage. De préférence, le démontage est possible directement ou après le démontage de un ou deux autres éléments. On retourne vers notre exemple. Le démontage est effectué en fonction de la durée de vie fonctionnelle prévue des éléments et donc lorsqu'une intervention doit avoir lieu sur un élément dont la durée de vie prévue est plus longue, on a veillé à ce que ces connexions soient également facilement accessibles. Par exemple, les profils de connexion qui fixent les éléments de façade à la structure en béton sont facilement accessibles par les puits convecteurs. Dans l'exemple de Brackops, on visait donc à maximiser l'indépendance des éléments. Les éléments et les différentes fonctions sont découplés au maximum les uns des autres, de sorte que chaque matériau ne remplit généralement qu'une seule fonction et qu'il n'y a pas de combinaison, par exemple, de la fonction portante et de la fonction de séparation. Un exemple concerne la façade préfabriquée non porteuse, composée d'éléments séparables, chacun axé sur une fonction et assemblés de manière détachable les uns des autres et de l'ossature en béton. Donc le désassemblage d'une partie est bien possible directement. Pour le plancher, on va dire oui. Pour le mur intérieur aussi. Et pour la toiture aussi, donc par rapport au mur extérieur. Le mur extérieur peut donc être démonté directement par rapport au plancher et par rapport à la toiture. Nous allons maintenant nous concentrer sur la séquence de démontage ou l'ordre d'assemblage. Et donc, de manière générale, on peut distinguer deux séquences d'assemblage, l'assemblage parallèle et l'assemblage séquentiel. Dans un assemblage parallèle, l'ordre de démontage est indépendant de l'ordre de montage. Ceci peut accélérer le processus de démontage, par exemple pour une réparation ou un remplacement partiel. On peut penser à différents types de parquets qui sont parallèles ou plutôt à des systèmes de rainures et de languettes qui ne sont pas du tout parallèles. Donc, par exemple, un mur composé de 3 panneaux sera plus facile à démonter si les panneaux sont montés en parallèle. On peut enlever celui du milieu sans devoir enlever les autres. Si les panneaux sont montés en séquence, ils sont glissés l'un après l'autre. Et dans ce cas, il faut enlever le dernier panneau pour travailler sur celui du milieu, ce qui complique la réversibilité. Et donc, dans Bracops, la plupart des éléments sont reliés directement au connecteur et dépendent peu d'autres éléments, ce qui permet un montage et un démontage en parallèle. Donc, on regarde le revêtement de façade et on peut alors sélectionner une séquence d'assemblage parallèle et la même chose pour la finition intérieure et les techniques spéciales. Quant à l'étanchéité à l'eau, pour des raisons évidentes, elle n'est pas parallèle. Nous avons précisément besoin de ce chevauchement pour assurer une bonne imperméabilisation. Le système n'est pas non plus parallèle pour l'étanchéité à l'air, pour les mêmes raisons. Le chapitre suivant des stratégies de réversibilité technique est celui de la démontabilité. Dans cette section, nous abordons la géométrie des connexions et la nature des connexions. Il existe plusieurs méthodes d'assemblage. On parle d'un composé chimique ou humide. En outre, vous disposez d'une connexion mécanique ou sèche. Et puis, il peut y avoir une connexion grâce à la gravité ou à l'encastrement. Un assemblage chimique empêche généralement un démontage soigné. Le démontage mécanique, quant à lui, offre une grande démontabilité et est donc préférable. Pour assurer une bonne démontabilité, il est donc conseillé de séparer les éléments et les composants afin d'éviter toute imbrication avec d'autres éléments au système, d'utiliser des assemblages mécaniques, vis, clous, etc., plutôt que des assemblages chimiques comme la colle et le goudron, dans la mesure du possible. Et enfin, de prendre en compte à l'avance la dégradation possible des composants pour optimiser la réversibilité technique et favoriser le réemploi.
Certaines connexions sèches, comme par exemple les connexions clouées, résultent en un endommagement des composants et réduisent le potentiel de réemploi. Dans l'exemple de Bracops, des joints secs sont utilisés pour monter les éléments en terre cuite pour la finition de la façade. On peut donc choisir dans la liste déroulante qu'il s'agit d'une connexion mécanique sans dommage. Et quand on regarde alors à l'analyse au niveau de l'élément, donc on voit des joints secs qui sont également utilisés lors du montage des éléments de façade. Et donc, dans le cas de Bracops, on peut indiquer mécanique sans dommage. On continue alors avec la géométrie des connexions, car entre les différents composants et matériaux, il y a également un impact sur la séquence d'assemblage et de désassemblage. Et selon la géométrie, le démontage d'un composant peut être réalisé indépendamment des composants adjacents ou peut être entravé par ceux-ci. Et donc on peut distinguer deux grands types, la géométrie ouverte et la géométrie entrelacée. Une géométrie ouverte est préférable car une géométrie interpénétrée se prête moins bien au démontage, car les éléments ne peuvent être démontés que dans un seul sens. Et la figure montre différentes géométries, de la plus démontable à la moins démontable à gauche. Donc on revient vers notre checklist. La finition de façade est assurée par un bardage en terre cuite pour notre exemple, est posé sans chevauchement et fixé à sec. Et ces éléments ont une configuration linéaire ouverte et donc dans la liste déroulante pour revêtement de façade, on peut choisir la réponse ouvert. Nous allons ensuite examiner dans quelle mesure les connexions sont accessibles. À gauche sur l'image, on voit donc un scénario inaccessible et donc démontable avec des dommages irréparables, par exemple un mur en plaque de plâtre dont les joints et les vis ont été remplis de mastic. Le deuxième exemple montre une connexion accessible, mais avec des dommages partiellement réparables. Dans cet exemple, il faut enlever une bande velcro. Dans le troisième exemple, on voit des connexions accessibles, mais avec des dommages entièrement réparables. Et tout à fait à droite, on voit des connexions facilement accessibles et sans dommages. Dans cet exemple, les vis sont facilement accessibles. Nous examinons donc dans notre checklist pour l'exemple dans quelle mesure les connexions sont accessibles et nous commençons donc par la finition de la façade. Les joints sont facilement accessibles et ne causent donc pas de dommages. Donc dans la liste déroulante, on peut choisir facilement accessible sans dommages. Donc la finition de la façade est constituée d'éléments préfabriqués en bois et recouverts d'un bardage en terre cuite. Et donc tant au niveau des éléments que des composants, le démontage maximal a été vissé pour toutes les connexions. Et donc ça veut dire que pour le niveau élément, on peut aussi dire facilement accessible sans dommage. Donc on continue avec les questions. Les connexions sont-elles faciles et rapides à démonter? Est-ce que des connexions courantes ont été utilisées ou avez-vous besoin d'outils très spéciaux pour le démontage? Et donc à gauche, on voit des connexions complexes et à droite, on voit des connexions plus simples. Donc on remplit cela dans notre checklist et on regarde le revêtement de façade. Est-ce qu'on peut le démonter facilement? Et on peut répondre oui. Et c'est la même réponse donc pour la finition intérieure et pour les techniques spéciales. On n'a pas besoin d'outils très spécifiques. Dans le chapitre suivant, nous nous concentrons sur la simplicité et la standardisation. Le nombre d'éléments différents, types, dimensions est-il limité, de sorte qu'ils puissent être proposés en grande quantité après le démontage. Donc, les éléments sont-ils courants sur le marché, de sorte qu'ils puissent être facilement proposés pour un réemploi après le démontage?
Sur la photo à gauche, on voit un élément qui est imprimé en 3D et ceci est donc moins courant, tandis que les briques sur la photo de droite sont plus fréquemment disponibles. Donc quand on retourne voir notre exemple de Bracops, on regarde la finition de façade avec un bardage en terre cuite. On voit que ce bardage du même type sera disponible en grand volume. Donc là, on pourra répondre oui à cette question. Mais des bardages en terre cuite sont un peu moins fréquemment utilisés. C'est pourquoi nous remplissons non à la deuxième question si ces parties sont courantes sur le marché. On répond non. Nous examinons ensuite les dimensions. Les éléments ont-ils des dimensions standards, de sorte qu'ils puissent être facilement proposés pour un réemploi après le démontage? Donc à gauche, on voit des éléments non standardisés et à droite, des éléments plus standardisés. Dans l'exemple, on voit donc cette question si les différentes parties ont des dimensions standards. C'est le cas pour le bardage en terre cuite, donc on peut répondre oui. Pour la finition intérieure, on utilise des panneaux qui ont une taille standardisée, donc on peut répondre également oui à cette question. Dans le chapitre pureté, nous examinons au niveau des composants si les éléments peuvent être réutilisés. Sur cette photo, on voit un bardage peint, mais on voit que le bois sera donc plus difficile à réemployer. La pureté d'un élément est importante dans la réutilisation des matériaux de construction pour plusieurs raisons liées à la qualité, à la durabilité et à la sécurité des matériaux réutilisés. Les matériaux de construction purs conservent leurs propriétés d'origine telles que la résistance, la stabilité et la durabilité. Et en cas de mélange avec d'autres matériaux, ces propriétés peuvent diminuer, ce qui peut entraîner une baisse de performance du matériau réemployé. Et puis, les matériaux de construction peuvent aussi être contaminés par des substances nocives telles que l'amiante, les métaux lourds et les résidus chimiques. Une grande pureté des matériaux réduit le risque lié à leur réintroduction dans de nouvelles constructions, ce qui est important pour la santé humaine et environnementale. Nous examinons cette stratégie au niveau des composants uniquement. Donc on retourne voir notre exemple de l'hôpital. On regarde la question sur l'utilisation des composites afin de savoir si elle a été évitée. Donc le revêtement en terre cuite n'est pas un composite. Donc on peut dire oui, cette utilisation a été évitée. Et pour la finition intérieure, on peut également dire que ça a été évité. Et pour la dernière question, on se demande si une contamination des matériaux a été évitée, comme par exemple par une peinture. On peut dire oui pour le revêtement de façade. Et nous n'avons pas peint la finition intérieure, donc on peut également répondre oui. Et donc une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez commencer à évaluer le résultat final au-dessus et nous arrivons à un niveau de performance mieux. Et si on appuie sur le bouton pour avoir plus de détails, on voit que ce niveau correspond au fait que tous les composants de l'élément peuvent être démontés et réemployés. Nous avons maintenant passé en revue un certain nombre de stratégies et vous pouvez maintenant commencer à utiliser la checklist.